Donc moi, je m'appelle Fabien Duplan, je suis psychomotricien en cabinet libéral à Aix-en-Provence et je me suis spécialisé dans la rééducation du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité chez l'enfant et chez l'adulte et chez l'adolescent. Donc je vais essayer de vous parler un peu de ce trouble que vous connaissez peut-être ou pas. Euh, le trouble de l'attention, c'est un trouble neurodéveloppemental qui peut intervenir dès les premières étapes du développement in utero ou peu après la naissance. Plus le trouble va être précoce et plus il va être sévère. Euh, les altérations en fait qui atteignent le cerveau sont au niveau du lobe frontal, qui gère en fait les fonctions exécutives. Donc, les fonctions exécutives, ce sont des grandes fonctions du lobe frontal qui permettent d'avoir un comportement adapté dans le monde qui nous entoure. Voilà. Donc, parmi ces fonctions exécutives, on a la capacité à prêter attention à des stimuli pertinents au détriment des autres qu'on juge non pertinents. Donc, il y a un filtre dans le cerveau qui permet de faire ça. Si ce filtre est défaillant, on va avoir des difficultés à prêter attention. Tous les stimuli, en fait, vont rentrer en même temps et on va avoir des difficultés à les trier. Donc, on ne pourra pas prêter attention correctement à ce qu'on a décidé et on va avoir une pensée un peu en arborescence qui va sauter à droite, à gauche, sans parvenir à se focaliser. On a également la mémoire de travail, qui est une mémoire à très très court terme qu'on utilise pendant qu'on est en train de faire un travail et qui nous permet de manipuler plusieurs informations en même temps de manière limitée. Et plus cette mémoire de travail est défaillante, et plus on va être dépassé par les informations qui nous entourent, parce qu'on ne pourra pas jongler correctement avec les différentes informations. Et certaines informations vont nous échapper, on va les oublier, et donc on ne va pas pouvoir travailler correctement. On va avoir des difficultés à planifier. Donc, la planification, c'est une fonction du lobe frontal qui nous permet de mettre en place diverses étapes en vue d'arriver à un but. Donc, quand on a une difficulté de planification, on va être désorganisé. On ne va pas savoir comment hiérarchiser les étapes pour arriver au but. On ne va pas savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Et donc, on va se perdre en chemin. Parmi les fonctions exécutives, il y a aussi l'autorégulation des émotions. Donc, j'ai une émotion et je suis capable en fait de la gérer. Je suis capable de la ressentir sans la laisser m'envahir en ayant une réponse appropriée. Donc ça, quand c'est défaillant, eh ben, on a des difficultés justement de gestion des émotions, surtout en ce qui concerne la colère, mais également en ce qui concerne l'anxiété. Donc c'est souvent ce qu'on retrouve chez ces enfants, ces adolescents et ces adultes qui ont des troubles de l'attention. Ils ont des difficultés à gérer l'émotion. La capacité à initier une tâche, c'est une autre fonction du lobe frontal, donc qui nous permet en fait de nous mettre en marche. On veut faire quelque chose et on se décide et on va se mettre en marche. Si vous, après une longue journée de travail, votre lobe frontal est complètement épuisé, il a mangé toute son énergie. Vous devez faire le ménage ou la cuisine ou je ne sais pas ce que vous voulez faire. Vous êtes sur votre canapé, vous vous dites allez, je m'y remets, je vais aller faire ça. Et il y a une étape de latence, vous n'arrivez pas à initier la tâche et vous allez vous auto-motiver pour le faire. Donc ça, c'est parce que vous fonctionnez bien. Mais quelqu'un qui a des difficultés de lobe frontal, eh ben, il va avoir des difficultés à initier cette tâche. Et plus il va être fatigué, et moins il initiera la tâche. Donc ça donne des enfants à l'école, par exemple, qui vont pas se mettre au travail. On va leur donner un travail à faire. Il va leur falloir beaucoup plus d'encouragement, beaucoup plus d'intervention de la part de l'adulte pour se mettre au travail. Alors que les autres enfants qui vont pas avoir ces troubles attentionnels, ils vont sortir leur trousse, ils vont sortir leur cahier, ils vont faire le travail que leur demande la maîtresse avec plus ou moins de latence, mais quand même normalement, l'enfant qui a des troubles de l'attention, non. Donc ça va être plus compliqué. Et on va avoir aussi, au niveau du lobe frontal, l'inhibition de l'impulsivité. Donc, le lobe frontal, en fait, permet d'inhiber nos réactions automatiques. On, on nous parle mal. En fait, il y a une partie de notre cerveau qui a envie de réagir avec la violence. Et le lobe frontal permet de ne pas réagir avec la violence. Donc, chez un enfant qui a des difficultés au niveau du lobe frontal, il va être plus impulsif que les autres enfants. Il va parler à des moments qui sont inappropriés. Il va pas arriver à s'empêcher de bavarder. Il va
se lever de sa chaise à des moments où c'est pas le moment de se lever de sa chaise. Donc, et ça, c'est en cascade et ce sont des troubles qui se cumulent et qui font que dès les premières années en maternelle, mais surtout quand on arrive au CP où il va falloir en fait se calmer et il va falloir rester assis pendant des longues heures de travail, se concentrer, etc. Là, l'enfant va avoir la symptomatologie qui va augmenter et là, on va avoir les premières consultations parce que ça ne fonctionne plus. On se rend compte que l'enfant ne peut pas accéder correctement aux apprentissages de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, pas parce qu'il y a un défaut d'intelligence, pas parce qu'il y a des troubles spécifiques des apprentissages autour de ces notions, mais parce que tout simplement, eh ben, il n'arrive pas à prêter attention, il n'arrive pas à réguler son comportement grâce à ses fonctions exécutives. Donc, on a des limites dans les activités scolaires, personnelles, professionnelles ou sociales. Donc, c'est souvent aussi, chez l'adulte, ça peut créer vraiment des vraies difficultés professionnelles, mais ça peut créer également énormément de problèmes au niveau de la gestion de l'administratif. Donc, les gens qui ont des procrastinations chroniques, qui vont avoir des difficultés à remplir leur déclaration d'impôt parce que voilà, ils vont s'y prendre à la dernière minute, ils vont avoir des pénalités de retard, ils vont payer des amendes. Ils sont pénalisés, mais ils répètent sans arrêt les mêmes erreurs, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, parce qu'ils n'arrivent pas à réguler leur comportement. Donc, on a plusieurs hypothèses sur l'origine du TDAH, mais on ne sait pas exactement, parce que c'est multifactoriel. On sait qu'il y a des difficultés au niveau de la dopamine et de la noradrénaline, donc dans tout ce qui est circuit de la récompense. Au niveau du cerveau, c'est dans le striatum. Ce sont des enfants, des adultes et des ados qui vont avoir besoin de récompenses plus régulières que les autres. Nous, quand on veut quelque chose, si on n'a pas de trouble de l'attention, on va établir un but, planifier des actions, et puis on sait que la récompense, c'est d'arriver à ce but. Et on va arriver à faire des efforts pour aller vers ce but parce qu'on sait mentalement, on arrive à se projeter avec notre futur moi qu'il y aura la récompense. Quelqu'un qui a un trouble de l'attention, il a besoin d'être récompensé plus souvent. Il ne va pas arriver à maintenir dans son esprit la récompense future. Donc, du coup, s'il n'a pas ces récompenses régulières, il va abandonner le travail en cours de réalisation et donc il ne va pas terminer ses tâches. Donc ça, c'est la dopamine et la noradrénaline également est en déficit. C'est pour ça que les médicaments qui ciblent la recapture de la dopamine fonctionnent bien. Tout ce qui est Ritaline, méthamphénidate, etc. On a des hypothèses d'anomalies génétiques parce qu'on sait que quand on a un trouble de l'attention, souvent dans la famille, il y a également des troubles de l'attention. Et on le voit bien chez les jumeaux monozygotes qui ont une concordance de 70 à 80%. On a des possibles facteurs environnementaux. Donc chez la mère, c'est la pression artérielle élevée pendant la grossesse, le stress pendant la grossesse, la naissance prématurée. Plus l'enfant est prématuré, plus il a des risques de faire des troubles de l'attention sévères. Le faible poids de naissance et l'exposition au plomb, rougeole, rubéole ou variole pendant la grossesse ou en période néonatale. Donc les symptômes, ça va être des difficultés d'attention, d'impulsivité, avec ou sans hyperactivité. Donc chez le garçon et chez la fille, ça ne se manifeste pas tout le temps de la même manière. On a souvent des garçons qui viennent consulter, parce que chez le garçon, il va souvent y avoir de l'hyperactivité et une augmentation de l'impulsivité. Chez la fille, ça va être la fille rêveuse. Alors on ne se rend pas compte qu'elle a des troubles de l'attention. Elle n'a pas d'hyperactivité, elle n'est pas tout le temps impulsive et du coup, elle peut passer inaperçue pendant des années et des années. Elle va avoir des troubles de mémorisation parce que justement, elle ne prête pas assez attention. Elle va avoir un échec scolaire, mais on va se rendre compte beaucoup plus tardivement qu'elle a un trouble attentionnel. Alors, il y a des filles aussi qui sont hyperactives et impulsives, mais ce n'est pas la majorité des patients qu'on voit. Il faut que ce trouble il ne corresponde pas au niveau de développement de l'enfant. Parce qu'en fait, un enfant petit, c'est normal qu'il ait un empan attentionnel faible. Et plus le lobe frontal va se développer, et plus en fait ses capacités attentionnelles et de gestion des fonctions exécutives vont augmenter. Donc il faut que l'altération des fonctions exécutives soit plus importante que son niveau de développement. Et on va avoir, on sait qu'à 7-8 ans, on appelait ça l'âge de raison avant, c'est parce qu'il y a une poussée du lobe frontal. Donc, en fait, l'enfant arrive à mieux se contrôler vers 7-8 ans, justement l'entrée au CP et CE1.
Et c'est là que on peut vraiment poser le diagnostic, parce que si les troubles attentionnels sont sévères à cet âge-là, malgré la poussée du lobe frontal, c'est qu'il y a des fortes chances que le trouble de l'attention soit avéré. Euh, Ce développement, il va se faire aussi jusqu'à 25 ans. Donc, le lobe frontal, il va se câbler jusque-là. Donc, on va avoir une évolution des symptômes au fur et à mesure que l'enfant va grandir. Mais ce sera toujours en décalage avec les autres enfants de sa classe d'âge. Le trouble doit être présent au moins depuis 6 mois. Donc, ça n'apparaît pas comme ça, un trouble de l'attention. Quand on a un patient qui arrive, on fait l'anamnèse et on regarde. Et en général, c'est depuis la naissance qu'on constate des difficultés. Difficultés de sommeil. C'est souvent des enfants qui ont été plus agités que les autres, qui ont souvent grimpé, bougé beaucoup plus que les autres. Dès la maternelle, on avait constaté un décalage. Donc, on voit que c'est quelque chose qui n'apparaît pas comme ça en plein milieu du développement. Et si ça apparaît, c'est souvent dû soit à un trouble anxieux, soit à des changements familiaux importants, soit à des difficultés de harcèlement scolaire, soit à de toute autre cause qu'un trouble de l'attention. Donc, c'est important aussi de faire le diagnostic différentiel, parce que justement, on peut confondre troubles de l'attention avec HPI. Les hauts potentiels intellectuels ont des symptômes qui ressemblent aux troubles de l'attention. On dirait du Canada Dry, mais ce n'est pas du Canada Dry. C'est de l'HPI. Voilà. Et il faut que ce soit aussi présent dans 2 contextes de vie, à la maison et à l'école, par exemple, parce que sinon, ça peut pas être un trouble de l'attention. Si c'est présent qu'à l'école et pas du tout à la maison, alors il faut se poser des questions aussi s'il n'y a pas des potentiels troubles des apprentissages concomitants, dyslexie, dyspraxie, tous les autres troubles des apprentissages qu'on peut avoir et qui font qu'on dirait qu'il y a un trouble attentionnel, mais en fait, c'est pas vrai. C'est le trouble attentionnel, il devient secondaire. C'est parce que j'ai des difficultés à apprendre à lire, je vais y mettre toute mon attention, alors que chez un autre enfant qui n'a pas de difficulté, bah, ce ne sera pas gourmand en énergie. Et du coup, bah, je vais avoir des difficultés attentionnelles, mais parce que je mets toute mon énergie dans la lecture. Donc, ce n'est pas un vrai trouble de l'attention à ce moment-là. Donc, les symptômes de l'inattention, bah, c'est des difficultés d'attention aux détails et des étourderies pénalisantes. C'est soutenir son attention au travail dans les jeux. C'est un enfant qui semble ne pas écouter quand on lui parle. On lui dit les choses, il est là, il vous regarde, mais en fait, il n'intègre pas les informations. Il ne va pas se conformer aux consignes, il ne va pas arriver à mener à terme ses devoirs scolaires, ses tâches domestiques. Il gère mal le temps. Il y a un problème de gestion du temps. Ils ont une difficulté à se représenter le temps et les actions dans le temps. Soit ils croient qu'ils ont beaucoup plus de temps qu'ils en ont, ils vont programmer plein d'activités, et alors qu'ils ne pourront pas en faire la moitié. Soit le contraire, ils pensent qu'ils ont énormément de temps alors qu'ils n'ont pas beaucoup de temps du tout et ils vont tout faire à la dernière minute et du coup, c'est beaucoup, beaucoup de stress. C'est des pertes d'objets, c'est... Voilà. L'impulsivité, bon, bah voilà, il va parler trop, il coupe trop la parole. Donc ça, c'est l'impulsivité verbale. Il va se lancer dans les consignes avant d'avoir lu la consigne entièrement, donc il va faire des erreurs d'étourderie. Ça, c'est de l'impulsivité cognitive. Ou alors, il va se lever quand c'est pas le moment, etc. Ça va être de l'impulsivité comportementale. Et on peut avoir cette impulsivité qui se déploie dans ces 3 sphères-là. L'impulsivité cognitive aussi, il passe du coq à l'âne. Donc, vous avez un enfant qui parle d'un truc, puis d'un autre truc, puis d'un autre truc, puis d'un autre truc. Il n'arrive pas à se concentrer sur un sujet en même temps. Ce qu'on retrouve beaucoup dans les syndromes frontaux quand il y a eu des traumas crâniens. C'est un peu de la symptomatologie qui se retrouve, quoi. Ça fait combien de temps que je parle? Je suis pas en retard? Non, ça va. Ça fait 10 minutes. Bon, ça va alors. Euh, donc ça, je l'ai déjà dit. Donc je passe. Voilà. Il y a un langage interne qui n'est pas correctement développé aussi chez l'enfant qui a des troubles de l'attention. En fait, on a tous un langage interne quand on fait les choses. On s'en rend pas tout le temps compte, mais on se parle à l'intérieur et on décrit nos actions, ce qui nous permet de gérer notre impulsivité. Chez la personne qui a un trouble de l'attention, le langage interne ne s'est pas développé correctement. Et donc, une partie de la rééducation, ça va être d'apprendre au patient à développer son langage interne, à décrire les actions qu'il va faire, à dire toutes les étapes qu'il compte mettre en place pour, par exemple, dans un jeu, arriver au but du jeu, comment il va mettre en place les étapes. C'est lui apprendre à élaborer sa pensée, en fait, à élaborer son langage interne. Ça va être important.
La motivation, c'est aussi quelque chose qui est difficile chez les gens qui ont un trouble de l'attention, c'est qu'ils ont du mal à s'auto-motiver. Donc, ils vont souvent avoir besoin d'une béquille externe pour les motiver. Euh, donc, quand ils sont petits, bah, c'est les parents, la maîtresse, et quand ils sont grands, bah, c'est le conjoint. Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'aversion pour le délai, donc ça, on en a déjà parlé. C'est la difficulté à différer la récompense. Les difficultés de gestion du temps, on en a déjà parlé. Tous les troubles associés, on en a déjà parlé aussi. Il y a aussi une partie des enfants qui ont des troubles de l'attention qui ont un trouble oppositionnel avec provocation. Donc ça va être délicat parce que c'est des enfants qui sont assez violents, qui sont assez opposants parfois et qui vont avoir des grosses difficultés scolaires. C'est les enfants qui vont systématiquement se faire éjecter de l'école avec des punitions répétées parce qu'ils font beaucoup de bêtises. Donc, c'est un peu les malheurs de Sophie, quoi. C'est un peu les malheurs de Sophie. Sophie, elle a un gros trouble de l'attention. Et donc, elle a du mal à se retenir. Alors, ça crée, ça, des troubles de l'estime de soi qui vont aller, si on ne traite pas ce trouble, l'enfant va avoir des troubles de l'estime de soi qui se développent parce que s'il ne sait pas ce qui lui arrive, il sent qu'il n'arrive pas à contrôler son comportement. Il sent qu'il n'est pas comme les autres. Que lui, quand il veut faire quelque chose, eh ben, il n'y arrive pas systématiquement. Il n'arrive pas à atteindre les buts qu'il se met. Et ça, en fait, il se dit, mais pourquoi moi, j'y arrive pas? Pourquoi je fais tout le temps des bêtises? Et puis, il se fait punir. Et puis, il recommence parce qu'il n'arrive pas à gérer les conséquences de ses actions. Il ne se souvient pas de la dernière punition qu'il a eue. Il ne se dit pas, bah, tiens, si je fais ça, je vais avoir une punition. Il est dans l'instant présent. Il est impulsif. Et du coup, c'est compliqué dans sa tête de se construire comme ça. Et comme c'est un trouble invisible et que les gens ne comprennent pas, en fait, ce qui se passe dans la tête de l'enfant, ils se disent, il le fait exprès. Donc ça, c'est tout au long de sa vie, hein. Même à l'âge adulte, si un adulte ne sait pas qu'il a un trouble de l'attention, il va se prendre des murs toute sa vie parce que les gens vont lui dire, mais quand même, tu aurais dû penser à faire ça, mais tu te rends compte, la déclaration d'impôt, tu l'as encore pas faite, et encore on a des... Donc ça crée des problèmes dans le couple, ça crée des problèmes avec les amis parce qu'ils vont prendre des engagements qu'ils ne respectent pas, ça crée des problèmes professionnels, c'est problématique. Donc l'intervention en psychomotricité, en fait, elle va avoir lieu sur plusieurs niveaux. On a des interventions qu'on appelle top-down. Donc ils vont des fonctions cognitives supérieures aux fonctions inférieures, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de psychoéducation. On va apprendre à l'enfant ou au patient comment fonctionne son cerveau, comment fonctionne son trouble. On va lui apprendre à développer ce qu'on appelle la métacognition. Donc la métacognition, c'est la capacité à se voir penser. Je sais que je pense, je sais à quoi je pense, j'ai conscience des processus mentaux qui me traversent, d'une partie en tout cas, et grâce à ça, je peux les moduler. Je vais pouvoir gérer en fait ces comportements. Est-ce que euh, quand je prends, je sais pas, je suis au régime, j'ai envie d'une tablette de chocolat, j'ai conscience que mon envie me traverse, et là, dans cette conscience, j'ai le choix entre manger ma tablette de chocolat ou me retenir. Si je n'ai pas conscience, si en fait je me laisse traverser, mais sans en avoir conscience, je vais manger ma tablette de chocolat. Donc, chez l'enfant qui a un trouble de l'attention, plus on va développer sa métacognition, plus on va lui permettre d'avoir le contrôle de son comportement. J'ai envie de piquer une colère parce que je suis frustré. Si j'ai développé ma métacognition, je vais peut-être pouvoir me retenir, je vais peut-être pouvoir faire autre chose, ou ma colère elle sera peut-être moins forte, je vais faire une bêtise moins grande. Donc ça va être vraiment ça qui est important. On va faire de la thérapie cognitive et comportementale autour du trouble de l'attention, donc en établissant en fait des stratégies pour essayer de compenser le trouble, parce qu'on ne peut pas non plus guérir d'un trouble de l'attention, c'est pas aussi facile que ça. Donc il faut mettre en place des stratégies et qu'on met en place avec les parents, avec l'école, et que l'enfant met en place aussi par lui-même. On fait des jeux sur table ou des jeux moteurs qui sollicitent les fonctions exécutives et la métacognition. Donc là, on est sur ce qu'on appelle du bottom-up, c'est-à-dire qu'on va partir en fait de la répétition de jeux qui vont travailler les fonctions exécutives. Et là, ça va être vraiment de la rééducation des fonctions cognitives. Plus on va faire ces jeux, plus on va les travailler, plus on va essayer de travailler sur la plasticité cérébrale et de câbler le lobe frontal. On travaille beaucoup autour de la perception du rythme pour rééduquer en fait toute la perception du temps. Et puis moi, je fais quelque chose qui s'appelle du neurofeedback.
Donc, c'est quelque chose que je fais depuis 10 ans maintenant. Et c'est une technique qui permet, en fait, via une électrode, l'enfant, pendant qu'il fait ses jeux, perçoit son activité cérébrale. Donc, on a une électrode sur le lobe frontal la plupart du temps. Et pendant qu'on va faire des jeux qui sollicitent les fonctions du lobe frontal, si l'enfant, en fait, fait des ondes lentes, donc c'est les ondes qu'on produit quand on est censé se reposer et quand on est censé ne faire attention à rien, à ce moment-là, une musique lui indique qu'il est en train de faire des ondes lentes et dès qu'il fait des ondes rapides, la musique change de rythme. Donc, il sait exactement ce que fait son cerveau au moment où il joue. Et en fait, par ce retour qu'il a sur son activité cérébrale, ça va lui permettre de développer énormément sa métacognition et de ressentir en fait comment il est quand il est attentif et comment il est quand il est inattentif.